Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti. On est très content de vous accueillir chaque semaine, en tout cas beaucoup plus content que d'aller au stade et de regarder cette équipe jouer chaque semaine, parce que bon, vous le savez, c'est le retour du donjon, des chaînes, des clous, des bougies, de tout ce que vous pouvez trouver pour vous faire mal. Un maillot de l'OGC Nice, c'est assez efficace en ce moment. Pour parler de tout ça et pour râler un peu sur ce qu'on a pu voir au stade hier soir, ce dimanche face à Monaco, j'ai le plaisir, au moins cette partie-là de l'émission me fait plaisir d'accueillir Jérémy pour en parler. Salut Jérémy, comment ça va? Salut Sky, salut à tous. Bah écoute, je suis aussi content d'être là, mais pas content du tout du match. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses négatives à dire et honnêtement, j'ai peu de choses positives à dire, mais on va essayer. Donc, Le, courage à nous. le quota d'optimisme sera toujours incarné par notre ami Pancho. Salut Pancho, comment ça va? Salut Sky, salut Jérémy, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Et écoute, ouais, ravi comme Jérémy d'être avec vous dans cette émission, un peu moins de parler de cette équipe. Ouais, on peut parler d'autre chose que de l'OGC Nice en fait. Ça nous fait plaisir de vous parler, de se parler entre Cuisine, nous. Voilà, sport, cuisine, ouais, ouais. sport, voilà, nutrition, j'en sais rien. Ça, on pourrait donner quelques conseils à certains de nos joueurs au passage, comme ça peut-être de ce côté-là. Mais bon, passons peut-être d'abord par la bonne nouvelle de la soirée, comme l'a appelé Jérémy en off. Donc on va déjà avoir un petit débat sur savoir si c'est une bonne nouvelle ou pas. Mais commençons en tout cas par la dernière recrue de l'OGC Nice. Alors dernière en date et peut-être dernière tout court sur ce mercato, c'est Ross Barkley, libre depuis son départ, sa fin de contrat le 30 juin de Chelsea, le milieu de terrain anglais qui rejoint l'OGC Nice, qui a été présenté un peu comme Nicolas Pepe face à Tel Aviv. Alors Ross Barkley, acclamé par le public, le peuple niçois accueille quand même relativement bien ses joueurs. Après, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement? Encore un milieu de terrain, alors un milieu de terrain assez doué avec le ballon, comme le réclamait Lucien Favre, pas franchement un numéro 6 et surtout peut-être pas franchement une référence, en tout cas par sa régularité ces dernières saisons. C'est 6 petites entrées en première ligue lors de la saison passée. La dernière saison pleine remonte à près de 6 ans. Il y a eu des saisons à 20-25 matchs entre-temps quand même malgré tout. Mais voilà, un joueur qui a été dans la rotation en Angleterre, qui débarque avec finalement assez peu de références. Qu'est-ce qu'on peut attendre, messieurs, de l'arrivée de ce joueur? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que c'est encore un caprice anglophone de notre actionnaire? Ou est-ce que pour vous, on peut attendre une réelle plus-value avec l'arrivée de ce joueur? Vas-y Jérémy. Merci. Écoute, alors moi je trouve que en termes de joueurs, je suis plutôt content d'accueillir Ross Barkley. L'année dernière, c'est vrai qu'à Chelsea, il a peu joué, mais les saisons d'avant, il a été prêté à Aston Villa, il a plutôt enchaîné les matchs. Et c'est quand même un joueur, comme tu l'as dit, qui est pas mal droit avec le ballon. Je pense qu'on a besoin de ce genre de joueur au milieu de terrain. Et notamment, on l'a vu hier soir, hein, il y avait que Aaron Ramsey qui arrivait à porter le ballon devant, donc c'est compliqué à ce rythme-là. Je pense que ça va être un joueur qui peut être important au milieu. Après, en termes de profil, comme on disait, je pense pas du tout que c'était une priorité, parce qu'on a déjà beaucoup de milieux de terrain. Bon, après, ceci dit, on n'a pas fait un mercato avec beaucoup de priorités que Hmm. l'on a coché, mais bon, C'est toujours les mêmes, mais voilà, alors que le mercado est terminé. Donc, du c'est ça, coup, effectivement, malheureusement. Mais non, je suis quand même plutôt content qu'il vienne. En plus, je pense que si on continue à jouer en 3-4-3, il va pouvoir peut-être jouer sur un des deux postes au milieu offensif dans la ligne de 3, vu son profil. Après, ça dépendra de l'animation, mais je pense qu'il pourra peut-être dépanner à ce poste-là. Donc à voir. En tout cas, je suis quand même plutôt content encore d'accueillir un joueur de sa carrure internationale, on va dire. C'est quand même un international anglais qui a du talent. Donc en plus, il vient libre. Donc en tout cas, bienvenue à lui et on verra ce que ça donne. on n'a pas l'info sur la durée du contrat, mais en tout cas, effectivement, il a rejoint l'OGC Nice libre. Pancho, alors Ross Barkley, effectivement, un nom assez connu des amateurs de Première Ligue, notamment des supporters d'Everton, un peu plus compliqué depuis. Pas de blessure, pas beaucoup de temps de jeu, mais il a surtout beaucoup fréquenté le banc davantage que l'infirmerie. Ça, on peut être content. Est-ce qu'en fait, c'est la doublure naturelle de Aaron Ramsey, tu vois, c'est un peu la version qui donnera moins d'inquiétude physiquement, mais avec peut-être moins de talent? Je sais pas si c'est la future doublure. Bon, comme l'a dit Jérémy, c'est une opportunité sur le mercato. Un joueur libre, c'était clairement pas une priorité. On a suffisamment de joueurs au milieu de terrain. Après, si c'est un bon coup comme Ramsey qui pour l'instant donne satisfaction avec une bonne qualité technique, un impact physique qui manque cruellement dans ce milieu de terrain, pourquoi pas. Maintenant, voilà, vous avez évoqué le 3-4-3.
Euh, À si on, supposer qu'on a envie de revoir ce système, hein, mais on en voilà, parlera pendant le débrief de voilà, la rencontre. je pense qu'après l'épisode d'hier, ça pose question, mais oui, content effectivement de l'accueillir. Maintenant, lorsqu'on voit les manques sur ce mercato, bon, ça pose quand même question. Après, bon, là, bienvenue à lui, il saigne et ça. Exactement. On a accueilli une autre recrue, on en a déjà parlé, mais Jérémy s'est un peu rencardé depuis la dernière émission. C'est le défenseur central danois Mats Bech Sorensen. Donc Jérémy, un joueur que forcément en France on connaît beaucoup moins que Ross Barkley, et sans même parler d'Aaron Ramsey, qui vient également du coup d'Angleterre et notamment de Brentford. Est-ce que tu peux nous dire voilà, quelques mots? On a vu que c'était un beau bébé, hein, du coup 1m93, je pense qu'il il me fait 2 fois en largeur aussi au passage. Est-ce que, par contre, footballistiquement, ça vaut quelque chose et est-ce qu'on peut en attendre autre chose qu'un épisodique passage en prêt sans option d'achat cette saison? Alors en fait, moi j'ai regardé ce joueur-là parce que je suis un petit peu le championnat danois. Je sais, c'est surprenant, mais j'aime bien ce On ne juge championnat. pas, hein, tu sais, nous on supporte le GC Nice, donc Ouais, donc du coup, j'ai voulu regarder un petit peu son profil et m'y intéresser. Et en fait, ouais, j'ai vu quelques petites choses intéressantes, notamment, donc il a été formé à l'AC Horsens. En fait, c'est un petit club au Danemark qui fait souvent l'ascenseur entre la première division danoise, la 3F Superliga et la seconde division, qui est la Nordic Bet Liga, pardon. Et en fait, c'est un joueur qui a été lancé très très tôt en pro. Il faut savoir qu'au Danemark, en fait, on lance les joueurs très tôt quand ils sont vraiment jeunes, même plus tôt qu'en France. Donc en fait, il a commencé vraiment sa carrière très tôt en professionnel. Je crois que c'était à 16 ans, ouais, 16 ans, 3 mois et 26 jours. Donc en fait, c'était le plus jeune joueur à jouer en professionnel pour son club. Donc en fait, il a vraiment passé comment dire, il a été impressionnant dans les catégories jeunes de ce que j'ai pu voir. Donc il a vraiment très tôt intégré le groupe pro. Et en fait, il a été assez tôt découvert par Brentford, qui était actuellement, enfin non, là actuellement ils sont en première ligue, mais à cette époque-là ils étaient en championship. Donc en fait, il a été recruté par cette équipe-là. Et en fait, il a commencé dans l'équipe B pour avoir un petit peu de temps de jeu et surtout s'habituer au championnat et un petit peu au football anglais. Et il a pris vraiment chaque étape et il a plutôt passé chaque étape comme il faut. Donc il a commencé à intégrer l'équipe A et avoir un peu de temps de jeu. Et malheureusement, en fait, sa progression a été un petit peu troublée par plusieurs blessures, coup sur coup, qui l'ont un petit peu éloigné des terrains. Donc du coup, sa progression a été arrêtée. Donc il a été prêté une fois à Wimbledon, qui en janvier 2020, je crois. Et du coup, bon, il a disputé quelques matchs. C'était vraiment sur une partie de saison, une courte partie de saison. Donc du coup, il n'a pas beaucoup joué, mais ça a quand même permis de se relancer pour lui. Et du coup, il a réenchaîné les clubs avec Brentford. Et il y a une saison, c'est en 2020-2021 justement, où il a plutôt pas mal joué, 39 matchs et 3 buts, où il a été vraiment utile avec Brentford pour leur montée en première ligue. La saison dernière, il a moins joué, il a surtout fait des entrées en jeu, il a joué 15 matchs. Donc en fait, c'était plus un remplaçant, mais de ce que j'ai pu voir quand même, c'était quand même un joueur qui était utile. Et après, comment dire, d'un point de vue international, dans les catégories jeunes au Danemark, il a toujours fait ses classes. Il a été capitaine des U19 quand même, donc je pense que c'est pas mal. Et après, de ce que j'ai pu voir en termes de statistiques, en fait, c'est un joueur qui est plutôt, qui est pas coutumier des erreurs, en fait. Il fait pas beaucoup d'erreurs, il a pas vraiment d'errement défensif, contrairement à certains. Mais voilà, il a surtout une bonne disposition dans les airs. Comme tu l'as dit, Sky, il est très grand, donc du coup, il gagne beaucoup de Ça aide. duels aériens. Mais voilà, après au sol, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, surtout aérien, il fait de bonnes choses. Donc voilà, je pense que il n'a pas un parcours comme je l'avais mis dans le thread qui est exceptionnel, mais c'est un joueur qui est quand même qui a l'air intéressant, qui est polyvalent parce qu'il peut jouer dans une défense à 4, notamment arrière gauche aussi. Donc je pense il va être utile cette année avec l'enchaînement des matchs. Donc voilà, je pense que c'est bien l'avoir quand même recruté et d'avoir un joueur supplémentaire à ce poste-là. Pancho, donc un joueur qui a de rares références en Championship, davantage qu'en Première Ligue. Est-ce que, pareil, au final, c'était vraiment nécessaire de recruter notamment un défenseur central gaucher de plus? Est-ce que c'est un peu un panic loan parce que Fabius Daniliuk est parti dans les derniers jours du mercato? Toi, voilà, sans connaître le joueur qu'on apprendra à découvrir lorsqu'il disputera ses premières minutes sous le maillot rouge et noir, d'après ce que te dit Jérémy, là, est-ce que t'es spécialement hypé par son arrivée ou tu te dis, c'est le défenseur central numéro 4, j'espère qu'on le verra encore moins souvent que Flavius?
J'avais juste une question à poser à Jérémy avant de te répondre, Sky. À Wimbledon, du coup, il a travaillé ses volets, non, je Oh là présume? là, oh. Voilà. Alors, pour répondre à Oh ta là là. question, Sky, bah, assez étonnant, de voir ce joueur débarquer, d'autant plus effectivement un prêt sans option d'achat. Récupérer Nicolas Pepe en prêt sans option d'achat, tu te dis que finalement on est gagnant sportivement. Maintenant, bénéfice du doute, le joueur on ne le connaît pas au même titre que Brian. On pensait qu'on allait voir débarquer un défenseur central droitier, à voir. On a vu que Dante pouvait éventuellement dans une défense à 4 jouer axe droit. Pourquoi pas aussi la montée de Antoine Mendy en équipe première. Oui, étonnant par rapport au profil du joueur. Maintenant, voilà, je ne suis pas du tout un spécialiste, je ne connaissais pas le joueur. Donc maintenant, on jugera sur le terrain. Messieurs, on a repoussé, je pense, le délai autant qu'on pouvait avant de, avant de parler de la rencontre d'hier soir. Bon, bah, c'est bien malheureux, il va falloir s'y coller. Une magnifique rencontre, messieurs, puisque le G6 s'est encore incliné dans un derby. Le G6 n'a pas montré grand-chose au final. On essaye d'être optimiste, mais franchement, ça commence à devenir très très dur de croire en quelque chose et de pas tous les savater, tout simplement. Alors, on va revenir un peu sur la responsabilité des joueurs, la responsabilité de Lucien Favre, la responsabilité du mercato, un peu tout, parce que comme toujours, je pense que toute faute, toute erreur est collective, bien entendu. Tout d'abord, un peu votre état d'esprit pour se mettre dans l'ambiance tout de suite. C'est est-ce que oui, ben, c'est le début de la saison, on travaille, on monte en puissance, ou est-ce qu'on peut peut-être déjà commencer à nourrir quelques inquiétudes pour la suite et les échéances très très rapprochées qui vont avoir lieu là jusqu'au 18 septembre notamment. Très très inquiet. Très très inquiet. Défaite hier soir, deuxième défaite dans un derby, 3 buts encaissés contre Marseille, une défaite contre Monaco, 0 but marqué, aucune envie, aucune détermination. L'équipe 2002-2003, comme l'a tweeté une personne que tu connais bien, Sky, honorée avant le Nice-Monaco. Tu produis une prestation pareille, c'est honteux, absolument honteux. J'ai rarement ressenti eh bien ces sentiments devant un match de l'OGC Nice. Je ne comprends pas comment on peut produire si peu avec une équipe aussi talentueuse. Avant le match aussi, je me suis replongé dans le Monaco-Nice, mais je me suis fait mal de 2004-2005. Voilà, il y a le côté un peu nostalgique de se dire que, eh bien, il y a quelques années, on avait des joueurs peut-être moins talentueux, mais qui mouillaient le maillot et qui en avaient quelque chose à foutre des derbies comme on a pu jouer là sur cette dernière semaine. Donc très inquiet par rapport à la prestation d'hier soir et très inquiet par rapport à la prestation de jeudi là enfin le match de jeudi qui arrive contre Cologne. Jérémy, c'était inquiétant dans le jeu, c'était inquiétant dans l'implication. Ce n'est pas le premier match de la saison qui est comme ça. Ça fait forcément plus mal parce que c'est un derby, forcément plus mal parce que c'est le deuxième derby d'affilée qu'on perd avec une prestation vraiment dégueulasse. Est-ce que voilà, l'heure est au drame et à la remise en question profonde, ou est-ce qu'on doit aussi laisser le temps à cet effectif, puisqu'il y avait beaucoup de nouvelles recrues qui ont débuté face à Monaco, leur aventure en rouge et noir. Il y en a d'autres qui vont aussi arriver et prendre du temps de jeu. Parce que pour toi, ça fait partie d'un cycle normal d'apprentissage de cet effectif. Alors si c'est un cycle, on part de très très loin. Mais en tout cas, moi, comment dire, c'est compliqué de dire ce que je pense de ce match, tellement comme Pancho, j'ai honte de la prestation des joueurs hier soir. Je veux dire, c'est moi ce qui commence à me chagriner. Bon, déjà, je commence à en avoir un petit peu marre de perdre tous les derbies parce que ça fait 6 matchs contre Monaco, 5 défaites, un match nul, je crois. Ça commence à être très agaçant, en plus des défaites contre Marseille. Mais en tout cas, ouais, ce match, comment dire, je vais le résumer en 2 points. En fait, on a des joueurs qui, quand ils ont le ballon, ils savent pas quoi en faire. Donc, le nombre de fois où on a vu Dante, Todibo et Viti avec le ballon, et ils attendaient que quelque chose se passe, que quelqu'un leur demande le ballon. Je pense que même sur Amazon, ils étaient, enfin pas outrés, hein, mais ils se demandaient ce qui se passait. Ils disaient mais pourquoi il y a personne qui propose quelque chose. Le seul qui proposait un petit peu des solutions, c'était Aaron Ramsey qui amenait un petit peu le ballon devant, et donc les rares situations passaient par lui en fait.
Et en fait, cette équipe aussi, le deuxième point, c'est quand elle a pas le ballon, en fait, elle sait pas défendre parce que tu as des latéraux qui défendent à 3 mètres de leur adversaire direct. Donc notamment sur le but où Lotomba a encore un comportement que je trouve inacceptable. J'ai revu le but avant l'émission. Je veux dire, il défend avec Dante sur Golovin alors que ça sert à rien. Donc il laisse un espace de 10 mètres à Caio Henrique. Puis quand Caio Henrique reçoit le ballon, alors surtout, on va pas trop vite sur le défenseur, hein, on sait jamais, on peut lui reprendre le ballon. Donc on y va en marchant, en faisant semblant, et on fait un geste pour faire comme si on avait essayé de contrer le centre. Enfin voilà, tu as une équipe qui a aucune agressivité défensivement, qui est spectatrice comme d'habitude des attaques adverses. On a longtemps repoussé les chances, notamment avec un penalty qui aurait dû être sifflé pour moi pour Monaco suite à la faute de Melvin Barr dans la surface sur Brelem Bolo. Je comprends pas comment on ne peut pas siffler penalty, mais on s'en sort bien. On s'en sort bien aussi avec le but de Fofana qui aurait dû nous servir de rappel, mais on s'en prend un autre 2 minutes après. Non, une équipe absolument catastrophique. J'ai rarement vu un tel écart de niveau entre le papier et le terrain, parce que quand tu regardes le papier sur Amazon, tous les consultants étaient en train de dire: ah, c'est vrai que Nice, il y a quand même une belle équipe, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'on n'est pas sur FM et on n'est pas sur une feuille de papier, on est sur un terrain. Et le problème, c'est qu'on a des joueurs, à part quelques-uns que je vais citer, en fait, c'est nos 3 défenseurs centraux hier soir qui, je trouve, ont fait un très bon match, notamment Todibo et Dante et Ramsey. On a des joueurs qui n'en ont rien à faire, en fait, qui sont là parce qu'ils doivent être là. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont là parce qu'ils doivent être sur le terrain, quoi. Donc, on dirait qu'ils vont sur le terrain en se demandant pourquoi ils vont sur le terrain. Donc ils attendent la fin en attendant que peut-être quelque chose se passe et qu'on marque un but. Parce que bon, c'est quand même assez incroyable. On a mis 4 buts depuis le début de la saison, dont 3 sur penalty. Je pense que c'est assez quand même honteux comme En 6 statistique. journées déjà, hein, du coup, Voilà, le dernier but c'est d'Angelo, c'est lors révélateur. de la première journée. Hein. C'est quand même Voilà, c'est exceptionnel. révélateur. Sachant qu'on a mis 2 buts contre le Maccabi, un chanceux de l'épaule et l'autre un but stratosphérique que tu remets pas, tu peux pas remettre Chaque semaine. voilà, chaque semaine. Mais bon, voilà, enfin, en tout cas, c'est un match qui est très décevant parce que moi, comme tous les supporters niçois, les derbys contre Marseille et notamment pour moi, celui de Monaco, je l'attends avec encore plus d'impatience. On a été ridicule. Enfin, franchement, en plus, si je joue le dimanche soir en prime time devant beaucoup de gens qui regardent ton match, tu montres une prestation comme celle-là. J'en ai parlé avec des gens au bureau aujourd'hui qui m'ont demandé mais qu'est-ce qui se passe à Nice, quoi. Moi, je leur ai dit écoute, j'aimerais bien le savoir. En plus, on a eu des changements qui sont pour moi lunaires. Bon, Thuram était peut-être fatigué, mais faire entrer Rosario, voilà. On va en parler parce que Moi, il n'a aucun sens, très clairement. Quand j'ai vu Rosario rentrer à la mi-temps, j'ai dit oulala. En plus, bon, ça n'a pas été mieux après. Il a fait une entrée catastrophique. Il a pris un jaune au bout de 2 minutes. S'il n'a pas son jaune par match, on dirait qu'il loupe son match. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il est suspendu pour la rencontre face à Ajaccio. Donc, du coup, on va franchement, au moins se préserver pendant une rencontre de Pablo Rosario. Il a réussi une passe, je crois. C'est à un moment donné, il a lancé Pépé, il a fait une passe une transversale vers Pépé qui a réussi à atterrir dans les pieds de Pépé. Sinon, je crois qu'il a rien réussi de son entrée. Et même BK, moi qui m'a déçu aussi, mais bon, on va en reparler, je pense. Mais en fait, le milieu de terrain, pour moi, tu perds le match avec ton milieu de terrain qui était catastrophique, quoi. Ouais, c'était pipé d'entrée. Avant de parler de ce 11 et notamment de ce 3-4-3, surtout, je pense qu'il va cristalliser vraiment les tensions. Pancho, voilà, sur ce match, ça a été honteux, mais on commence par quoi? Est-ce que pour toi, c'est de la responsabilité des joueurs d'abord dans leur comportement, de Lucien Favre qui ne trouve pas la solution? C'est forcément collectif. Mais là, aujourd'hui, à qui est-ce que tu en veux le plus 24 heures après le match? Alors, juste avant de répondre à ta question, il faut aussi préciser que Monaco sortait quand même d'une défaite à domicile contre l'Estac de 3-4 buts à 2. Que Monaco, hormis la bonne prestation au Parc des Princes, connaissait un début de saison compliqué. Autant contre Marseille, il y avait un écart absolument abyssal entre les deux équipes, autant hier soir, Mais Monaco, j'ai c'était pas nul. senti. Vraiment, j'ai- à la j'ai- mi-temps, voilà. ça faisait combat d'infirme plus qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire que le niveau global de ce match était catastrophique. Monaco a été, on va dire, un peu plus fort sur certains moments, ce qui leur a permis d'ouvrir le score et de gagner. Mais nous, c'est-à-dire qu'on n'a même pas pu être supérieur à ce Monaco-là. Voilà. Et pour répondre à ta question, j'en veux à beaucoup, j'en veux à beaucoup de monde, j'en veux naturellement aux joueurs parce que c'est eux qui sont alignés sur la pelouse.
C'est eux qui ne courent pas, c'est eux qui jouent. Mais hier soir, particulièrement hier soir, j'en voulais au coach Favre pour le risque tactique, tester un 3-4-3, un nouveau dispositif tactique en retirant un milieu de terrain pur pour y intégrer Pépé associé à Delors et Laborde. C'était risqué. L'équipe était encore malade, même si elle sortait d'une victoire compliquée à Lille. C'était pas le moment de tester un nouveau dispositif. Il fallait s'appuyer sur nos forces, qui étaient donc cette défense à 5, l'apport des latéraux dans les phases offensives qui avait plutôt bien marché à Lille. Là, tu débutes avec un Laborde ailier gauche, une paire de milieux de terrain, Ramsey, Thuram, alors que le milieu de terrain, c'était l'une des armes fortes de Monaco, qui avait quand même pris le dessus sur Verratti, Vitinha, au Parc des Princes notamment. Donc bon, de sacrées références. Je vais pas parler du recrutement parce que le recrutement, il est quand même qualitatif, il est quantitatif aussi. Alors certes, il y a eu des paniclones comme Sorensen, comme Brian, mais tu ne peux pas, avec l'équipe alignée sur le terrain, encore une fois, les joueurs, tu les as, tu ne peux pas produire une prestation pareille, une nullité sans nom. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, c'est inadmissible ce qu'on a vécu hier soir, qu'on soit bien clair. Donc voilà, voilà, c'est tout. On va passer la balle à Jérémy, du coup, parce qu'on a bien compris le sentiment que tu as et on ne peut pas dire qu'on ne le partage pas, hein, partiellement ou totalement. Je voudrais revenir un peu sur un élément que tu as dit, notamment par rapport à ce système, à ce 3-4-3 et à ce milieu de terrain notamment. Jérémy, donc très clairement, Lucien Favre perd le match tactiquement. Après, il n'est pas aidé par ses joueurs qui, de toute façon, étant incapables de marquer un but, c'est compliqué de faire le moindre résultat, hein, parce que si tu regardes, tu ne t'es pas pris non plus tant de buts que ça cette saison, hein. Il y a un peu la fessée face à Marseille qui fait mal, mais sinon, tu n'as pas une défense de fer, mais tu n'as pas non plus une passoire. C'est vraiment l'incapacité à marquer des buts qui pose problème aujourd'hui à l'OGC Nice. Ce 3-4-3, pardon, n'a pas franchement de sens, de par l'apport offensif des latéraux, de par le choix des deux milieux de terrain, et encore pire, le choix des deux milieux de terrain, enfin la complémentarité des milieux de terrain après quand tu fais les changements. Moi, j'ai pas compris pourquoi il a pas un peu mixé les deux, tu vois, en mettant un profil défensif et un plus joueur. Tu vois, que tu commences avec Rosario Thuram et que tu finisses avec Beka Ramsey, pour moi, ça avait plus de sens que de mettre deux mecs qui veulent pas défendre et après de mettre deux mecs qui ne savent que défendre. C'est un peu réducteur pour Beka, je vous l'accorde, mais voilà. Donc, est-ce que tout ça pour dire déjà mon opinion, mais aussi pour t'amener à la question suivante, c'est-à-dire, est-ce que selon toi, Lucien Favre commence à être responsable de ses propres choix? C'est-à-dire que, certes, le mercato ne lui a pas apporté les joueurs qu'il voulait, c'est-à-dire notamment les latéraux et le fameux milieu de terrain joueur, le numéro 6 joueur qu'il voulait. Alors certes, mais est-ce qu'aujourd'hui, Lucien Favre, soit il dénonce le fait qu'il s'est encore fait avoir malgré le départ de Julien Fournier, soit il s'adapte à son effectif, mais il ne gratifie pas de cet entre-deux indigeste et qui n'apporte rien au niveau résultat. Ouais, je pense que, alors, sans lui remettre totalement la faute, bien sûr qu'il a sa responsabilité parce que c'est lui qui fait les choix, c'est lui qui choisit la tactique et qui choisit comment faire jouer les joueurs. Moi, j'ai juste plusieurs soucis pour rejoindre Pancho. En fait, j'aurais pu jouer sur la stabilité du 3-5-2 qu'on a vu à Lille. Déjà, ça aurait fait souffler certains joueurs qui avaient encore l'air une fois fatigués, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais typiquement, un exemple pour moi, c'est qu'Efren Thuram, en fait, j'ai l'impression que quand on a un milieu à 3, il est un peu plus à l'aise. Ou alors, en fait, il a des consignes quand on joue dans un milieu à 2 qui ne lui conviennent pas. Là, Parce qu'en disons fait, que quand tu es associé à Ramsey, je te coupe, mais qui s'occupe des tâches défensives si c'est pas voilà, lui? En vrai, c'est mon il a point. joué 30 mètres plus bas.
C'est ça, parce qu'en fait, justement, c'est pas un joueur très défensif, même s'il sait le faire. Pour moi, c'est vraiment un 8 qui va prendre des espaces, qui va porter le ballon devant, comme il a très bien fait l'année dernière, et comme il peut très bien le faire et qu'il a montré. Et justement, en fait, dans ce milieu-là, ce qui est un peu gênant, c'est que vu que tu as Ramsey qui est dans ce rôle-là, lui est obligé de défendre. Et le problème, c'est qu'en fait, ben, t'as personne au milieu et il peut pas. Enfin, justement, dans ces rôles-là, t'as pas assez de monde au milieu et ton milieu de terrain est complètement, mais il se fait passer à chaque fois, mais en une ou deux passes, c'est assez incroyable. Et justement, on en parlait hier en off, mais en fait, on disait qu'on a une équipe coupée en deux, mais pour moi, en fait, l'équipe est coupée en trois, parce que en fait, à chaque fois, comme je le disais tout à l'heure, tu as des défenseurs, mais le nombre de fois où j'ai vu Dante et Viti Todibo qui essayaient de relancer, et en fait, ils ne savaient pas quoi faire, parce que personne pouvait pouvait vraiment leur proposer des solutions, parce que tout le monde était trop éloigné et ne savaient pas se placer par rapport. En fait, moi j'ai l'impression qu'ils savent pas se placer les uns par rapport aux autres. Et en fait, on dirait c'est ça mon problème là que j'ai avec Lucien Favre et leurs entraînements. Je pense qu'il fait faire à l'équipe. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que les joueurs ils arrivent sur le terrain, mais ils savent pas réellement quoi faire. Je sais pas, j'ai cette Il ne impression bouge pas, il ne qui propose pas de solution, ce qui est quand même voilà. C'est ça, donc en fait, assez inquiétant. on a ce côté-là où en fait, ils savent pas trop quoi faire et en plus après on a bon comme on l'a répété là, on a un niveau une mentalité, un niveau de motivation qui est proche du néant, mis à part encore, À part nos Jean-Claire 3 Todibo, hein, voilà. Ah bah, comme d'habitude, mais la meilleure action du match, je pense de notre côté, c'est quand Jean-Claire Todibo, pousse Golovin en corner et qui le regarde, pas méchamment, mais qui lui dit: «Arrête de faire tes gris-gris avec moi». Je pense que c'est la meilleure occasion du match pour nous. Mais, mais bon, voilà, c'est dommage. Moi, Todibo, pour en revenir à lui, c'est vrai que c'est pas que je suis triste pour lui en fait, parce que c'est un joueur qui a beaucoup d'envie, qui a une vraie mentalité de gagnant. Et malheureusement, enfin, il est bon, il a Dante aussi à côté, mais enfin, il doit se dire, mais enfin, il doit vraiment être perdu. Il doit se dire, on sait plus trop quoi faire pour relever l'équipe. Donc voilà, il y a d'un côté ces errements un peu tactiques et ces choix de Lucien Favre que moi je commence à pas trop comprendre, notamment aussi sur les 11 de départ moins, mais surtout sur les changements. Et après voilà, on a une équipe qui malheureusement avec des joueurs, bon pour certains surcotés à mon sens, et certains qui n'ont pas envie en fait, hein, tout simplement. Moi je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de motivation en fait dans l'équipe. Juste par exemple pour en parler un petit peu, j'ai regardé le match Monaco 3 cette semaine et j'ai regardé la fin de match 3 Rennes hier, où 3 était réduit à 10. Je veux dire, 3, ils n'ont pas une équipe sur le papier incroyable, mais je veux dire, ils sont pas ultra bons techniquement, mais ils ils ont donnent Ronny tout, hein. Lopez quand même, attends. Voilà. Ah oui, le grand Ronny Lopez. Mais voilà, enfin, ils donnent tout sur le terrain et ils jouent ensemble. Collectivement, ils sont tous bien placés, ils savent ce qu'ils ont à faire. Je veux dire, moi j'ai l'impression que quand je vois Nice par rapport aux autres équipes de Ligue 1, toutes les équipes que j'ai vues en tout cas, on est loin. Et le problème, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, avant de parler de tactique, on parle trop de comportement et on parle trop de mentalité dans cette équipe. Et le problème, c'est qu'il va falloir qu'à un moment donné, ça change, quoi. Je veux dire, tu peux pas être footballeur, être sportif et être avoir si peu d'allant. Je veux dire, le nombre de fois où hier derrière la télé, mais j'étais là, mais bougez-vous, quoi, faites quelque chose à un moment donné. Je comprends pas. C'était frustrant à un point de voir ça, surtout après le but de Monaco où j'ai l'impression qu'on a encore moins joué, quoi. On acceptait la défaite, c'était vraiment, vraiment très frustrant. Ouais, une dernière demi-heure, enfin 20 minutes, où on a quand même passé notre temps à balancer des longs ballons devant, parce que bien C'est ça. sûr, face à la défense centrale de Monaco, qui a à la fois la taille et le talent, c'était probablement la meilleure solution, hein. Donc, surtout vu les très bons joueurs de tête qu'on a devant. Bref, un peu catastrophique dans le comportement, tactiquement aussi. On va peut-être parler des joueurs quand même, qui ont aussi leur responsabilité, Pancho. Après, je te laisse revenir, hein, aussi quelques derniers mots sur Lucien Favre si tu le souhaites. Mais au niveau des joueurs, il y a quand même des satisfactions individuelles. Jérémy, tu parlais de cette défense centrale à 3 qui est très efficace. Je voudrais peut-être qu'on s'attarde un peu sur Mattia Vitti, parce que bon, Dante et Todibo, on les connaît, on les apprécie. Surtout Jean-Claire Todibo, on va pas faire une émission dédiée à sa personne, encore que ça serait probablement plus agréable et plus valorisant pour tout le monde. Mais Mattia Vitti qui, du coup, débute son aventure en Rouge et Noir par deux défaites dans le derby. Mais malgré cela, pas grand-chose, voire rien du tout à lui reprocher. C'est extrêmement solide, c'est propre, il se laisse rarement passer, il défend debout. Moi, je trouve que c'est la bonne surprise, je pense, de ce début de saison à l'OGC Nice.
Tout à fait. Vraiment, rien à lui reprocher sur les matchs qu'il a joués. Très solide, il prend des bouchons, il se relève. Il est propre, le ballon dans les pieds, il a un bon jeu de tête et il a aussi, alors une caractéristique physique, que j'avais pas forcément remarqué jusqu'à présent, il a des cuisseaux, absolument, C'est pas Samy Traoré quand même, a priori. ah mais il m'a fait penser à Noé Pamaro, Ah oui, quand même, à ce point-là. non, 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 pas autant, mais vraiment il est, voilà, il a, il est musclé quoi, il est solide, solide sur ses jambes. Donc ouais, ouais, motif de satisfaction sur les derniers matchs et on parle de cette défense à 3, Dante quand même semble bien plus à l'aise et il me semble que lors du premier passage de Favre à Nice, il avait même confessé que justement, cette défense-là, voilà, il était bien plus à l'aise dedans et ça se voit. Pour sortir sur les attaquants, il est plus libre. À la relance, c'est bien plus simple. Seulement quand le bloc est plus haut et joue pas dans ces 30 derniers mètres. Jérémy, au final, cette défense à 3, on peut voir ça comme une réussite. En tout cas, individuellement et collectivement, cette charnière fonctionne, même si, bon, elle n'a pas non plus produit de clean sheet encore. Par contre, cette, charnière à 3 induit forcément des latéraux avec un apport offensif, important. On va penser forcément à Dalbert et à Ricardo, hein, de cette, saison, 2016-2017. Aujourd'hui, est-ce que l'OGC Nice peut se permettre de pérenniser cette défense à 3, connaissant l'état, des 2 postes, sur les côtés de la défense? Malheureusement, je pense que non, en fait, parce que, bon, ces défenses à 3, moi, je l'aime beaucoup et ils ont vraiment retardé l'échéance hier, mais c'est vrai qu'en fait, on a des latéraux, alors Melvin Barr, je vais pas le critiquer parce que pour moi, il fait pas encore une fois, il fait pas un mauvais match. Je trouve pas qu'il était mauvais, même défensivement, il était là. Après, bon, on sait qu'offensivement, il apporte pas énormément, mais voilà, il a fait son match, j'ai envie de dire. Après, moi, je pense que cette saison, on va vraiment avoir un problème à droite, parce que bon, de toute façon, Youssef Attal, j'étais même pas énervé hier soir quand il est sorti, parce que de toute façon, on savait que ça allait bientôt arriver, et on dirait qu'on découvre à l'OGC Nice qu'on a Youssef Attal qui va se blesser au bout de 5 matchs. Ça fait je ne sais combien de saisons que ça arrive, mais surtout, ne recrutons pas un latéral droit. Je te coupe juste Mais un instant pour dire, il s'est montré rassurant sur son Instagram, il donne probablement rendez-vous pour la semaine prochaine. Il a préféré sortir avant que ce soit qu'il soit véritablement blessé à la première alerte, physique. Alors, ça n'enlève pas son manque de fiabilité physique, mais en attendant de voir la durée réelle de l'indisponibilité, si jamais il ne manque que Cologne, compte tenu du nombre de matchs qu'il a fait en ce début de saison et en plus de la qualité des matchs qu'il a fait, ouais. bien sûr, tu as un problème au niveau de la rotation à ce poste-là. Mais voilà, je fais un peu Youssef Adal défense force, mais par rapport à ce qu'il nous a montré jusque-là, s'il manque un match, j'ai pas envie de lui en vouloir. Bien sûr, s'il est absent 3 mois, bon, c'est un autre débat. Ah, moi, j'en veux pas à Youssef Attal, hein, parce qu'il a fait justement un très bon début de saison. Et puis de toute façon, c'est le premier de triste, hein, quand il sort sur Oui. blessure. Moi, j'en veux au club qui depuis, je crois, ça fait 4-5 ans qu'il est là, Attal. On sait très bien que physiquement, il a des problèmes. On recrute pas à ce poste-là. Alors oui, on a Lotomba derrière, voilà. Qui? On a Lotomba, voilà. C'est bon, bon, il a quand même Qui fait, fait une bonne entrée il- offensivement quand même. voilà, Il a essayé offensivement, d'apporter quelque chose. il a réussi Dégueulasse. quand même à apporter 2-3 fois le ballon devant. J'ai fait oulala, c'était dingue. Mais défensivement, c'est absolument incroyable ce qu'il fait dans le mauvais sens du terme. Déjà, contre Clermont, le premier but était un peu pour lui. Bon, là, hier, tout à l'heure, je l'ai dit, mais hier, enfin, regardez le but, hein, pendant qu'on fait l'émission, mais ce but, de toute façon, bon, il n'y a que Jean-Claire Todibo qui défend sur l'action, mais le marquage de Lotomba, c'est quand même quelque chose, je trouve. Le temps qu'il laisse à Caio Henrique pour centrer, c'est inacceptable pour moi. Enfin, franchement, j'ai peur, hein, de faire toute la saison, malheureusement, avec un Youssef Attal qui va louper des matchs et un Jordan Lotomba qui est un peu en dents de scie, donc, et qui malheureusement n'apporte pas énormément. Est-ce que ça Donc ça voilà. ne veut pas dire que rapidement, on verrait Antoine Mendy? Parce qu'il y a aussi voilà, le petit Mendy qu'on a vu Oui. pendant la préparation d'avant-saison, qui a été plutôt à son aise, dont on parle et qui est apparu dans le groupe pro déjà précédemment. Donc il est encore très jeune, mais est-ce que c'est pas justement une situation adéquate pour essayer au moins de le lancer quelques minutes? Parce que plutôt que de faire rentrer Jordan Lotomba une demi-heure, est-ce qu'au final,
pourra ne pas prendre le risque de faire rentrer un jeune joueur qui peut lui encore nous surprendre favorablement. Pourquoi pas. Après, je pense que c'est plutôt, enfin, alors je connais pas trop, hein, mais je pense que de ce qu'on a vu lors de la préparation, il sera peut-être plus à l'aise dans une défense à 4, parce que j'ai l'impression que c'est plus un arrière latéral, vraiment qu'un latéral très offensif. Alors peut-être qu'en fait il est très bon offensivement, mais de ce qu'on a vu, il m'avait l'air très vraiment arrière latéral. Mais pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, de toute façon, Qu'est-ce qu'on a à pourquoi il perdre? aurait pas voilà, pourquoi il aurait pas, en fait, j'ai envie de dire, pourquoi certains jeunes que l'on a vus pendant la préparation auraient pas leur place dans cette équipe, hein, vu ce qu'elle montre. Donc pourquoi pas lancer quelques jeunes, dont Antoine Mendy, oui. Ouais, c'est sûr que pour Buonanni et Belayan, qui s'éclatent plutôt dans les équipes de jeunes, vu le recrutement très flatteur, que ce soit au niveau des milieux de terrain offensifs ou des attaquants, ça va être compliqué pour eux de se faire une place dans la rotation, même s'ils l'ont probablement mérité vu leur performance dans les équipes réserves du gym. Pancho, voilà, on a ce problème autour des latéraux. On va peut-être pas en parler à chaque émission, mais malheureusement, c'est quand même ce qui ressort dans chaque match. Et je voudrais en revenir à la question à laquelle vous n'avez pas tout à fait répondu. Alors, loin de moi l'idée de charger Lucien Favre, hein. Je pense que tout le monde sait à quel point j'apprécie Lucien Favre et je suis content de son retour et je suis prêt à le décharger de beaucoup de ses responsabilités. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'il s'entête dans un système qui ne peut pas marcher avec les joueurs qu'il a à sa disposition, notamment les latéraux, mais bon, également la question de son numéro 6 avec du ballon qu'il n'a pas obtenu. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, on peut accepter de Lucien Favre qu'il s'entête et qu'il essaye de faire jouer le gym de la façon dont il veut, malgré le manque d'éléments et de joueurs importants pour jouer comme cela? Ou est-ce que Lucien Favre doit très rapidement accepter d'être un peu plus pragmatique et de jouer, par exemple, en 4-3-3 ou en 3-5-2, où, a priori, ça sera peut-être un peu plus simple pour le GC Nice d'exprimer un football qui ressemble à quelque chose, et en tout cas, pour l'équipe de ne plus être coupée en 3. Déjà, peut-être qu'en 1,5 ou en 2, ça serait un peu plus supportable à regarder. Un entraîneur est jugé par ses résultats en tout premier lieu, avant la qualité du jeu, avant le choix du dispositif et le choix des joueurs. Donc il y a une urgence de résultats. Euh, Est-ce que ça doit passer par un retour au 3-5-2 comme on a vu à Lille? Est-ce que on va avoir le retour du 4-2-3-1? Est-ce que ça va être un 4-3-3? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une urgence de résultats. Fondamentalement, par rapport à ce qu'on a vu, Favre, il tâtonne. Il tâtonne, en fait. Il a tenté un coup de poker sur ce match-là pour apporter un milieu voilà, qui était peut-être un peu plus joueur et surtout pour mettre en avant son trio offensif et reformer le duo la Bordelors. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont les options? À titre personnel, j'aimerais bien voir un retour à une défense à 4 et surtout à des ailiers. J'ai bien aimé malgré tout la rentrée de Sofiane Diop, qui a l'air quand même à l'aise avec le ballon, qui apporte cette touche technique. Alors sur un côté ou dans l'axe, peu importe. En 10 dans un 4-2-3-1 ou à gauche dans un 4-3-3. Quoi qu'il en soit, il faut trouver des solutions. Mais il tâtonne, c'est sûr. Je pense qu'il est sans doute tiraillé entre sa philosophie qu'il chérit tant et une réalité qui est que il n'a pas les joueurs peut-être adéquats à son dispositif, à sa disposition. Et il se résout, comme à Lille, à jouer défensif et à jouer en contre-attaque, hein. Le Nice qu'on a vu à Lille, c'est pas du tout le Nice de Favre 16-17, hein. C'est un Nice, on va dire, pragmatique, à base de transition directe, qui défend en bas et qui explose en contre-attaque. Donc voilà, moi je pense quand même que la réponse se trouve au milieu de terrain. Il faudrait retrouver cette association de trois joueurs, soit avec un milieu de terrain défensif, soit avec un milieu de terrain offensif. Mais en tout cas, cette base-là, je trouve, hein, avait plutôt bien fonctionné malgré les résultats en dents de scie. Ensuite, derrière, bah, écoute, tu animes comme tu veux, tu mets deux attaquants axiaux si tu veux, tu mets un attaquant axial et deux ailiers si tu veux. Mais quoi qu'il en soit, il faut des résultats et je pense qu'il faut aussi une certaine stabilité aussi tactique. Que on n'est pas assez confiant et on n'est pas assez bon pour
passer un coup en 4-2-3-1, un coup en 3-5-2. Non, je pense que l'équipe actuellement, elle est en souffrance et elle a besoin de se stabiliser dans un dispositif qu'elle connaît et qu'elle maîtrise plus ou moins. Jérémy, pour toi, les résultats, forcément, c'est important. Il y a notamment un match de Coupe d'Europe sur lequel on va doucement passer, qui arrive vite, là, ce jeudi. Est-ce que pour toi, on est déjà dans l'urgence de résultats et déjà, alors je vais pas dire Favre menacé, hein, bien entendu, lui aime à se rappeler qu'il n'est pas là pour avoir des objectifs cette saison, mais construire quelque chose sur les 2 ans. Aujourd'hui, l'OGC est 16e. Si cette situation venait à durer, on va dire au hasard, jusqu'à la trêve internationale de mi-septembre, est-ce que c'est un discours qui peut encore tenir, de se dire que on prépare un projet sur 2 ans? Bon, bah, pour le nombre de fois où on l'a entendu, les projets sur 2 ou 3 ans, de toute façon, on est plus à ça près. Mais, alors urgence de résultat, oui, parce que, bah, on a 5 points en 6 matchs, hein. Quand tu vois que Marseille en a 16, Lens en a 14, Lyon avec un match en moins en a 13, bon, et cetera, et cetera. Ben, pour moi déjà, je veux pas être pessimiste, hein, mais pour moi déjà le podium c'est terminé cette saison. Je veux dire, on a déjà beaucoup trop de retard sur ces équipes-là, que ce soit comptablement ou dans le jeu. Donc je pense que c'est terminé. Après, je pense pas que Lucien Favre soit menacé, parce que quand on l'a fait venir, c'était justement pour construire quelque chose sur plusieurs années. Et en plus, on sait très bien qu'à Nice, on est très, comment dire, très patient à ce niveau-là, ce qui est pour moi quand même plutôt une bonne chose. Donc je pense pas que Lucien Favre, voilà, soit plus menacé que ça. Après oui, il va falloir trouver des solutions, hein, parce que comme le dit Pancho, on est jugé, enfin un entraîneur est jugé sur ses résultats. Et moi aussi, je reviendrai déjà notamment à un milieu de terrain à 3, parce qu'on a besoin de plus de densité au milieu de terrain, et surtout on a besoin de mettre dans nos conditions notre meilleur joueur, je pense, un de nos 3 meilleurs joueurs tout simplement, Khéphren Thuram, comme on l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'il a besoin d'être dans un milieu à 3, où par exemple un Mario Limina fait plutôt le travail défensif, et lui peut prendre l'espace et porter le ballon devant et utiliser sa qualité technique et sa qualité de percussion notamment. Donc je pense que déjà quand on aura un Khéphren Thuram qui sera dans les bonnes conditions, ça aidera, parce que c'est tout simplement, voilà, comme j'ai dit, un de nos meilleurs joueurs. Ça nous aidera peut-être à trouver nos attaquants aussi qui ont du mal à demander le ballon, on dirait. Donc voilà. Non, voilà, en tout cas pour répondre à ta question, Lucien Favre, je pense pas qu'il soit menacé, mais il va falloir clairement trouver une solution et un schéma, pas définitif, mais avoir trouver un schéma qui est sécuritaire, on va dire, et que les joueurs connaissent, où les joueurs sont à l'aise. On va terminer sur cette rencontre face à Monaco. Vous connaissez l'exercice à force de vous y prêter match après match. S'il y avait un sujet dont on n'a pas encore parlé ou quelque chose en quelques mots que vous aimeriez souligner, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, sur cette rencontre. Euh, je risque de faire grincer les dents une partie de la communauté, mais bon, on est là pour ça aussi. Mais Mhm. on va dire le point négatif, Kasper Schmeichel. Alors, sur le but, le centre, il est très bon de Caio Henrique. La défense de Lotomba, elle est passive, mais le positionnement et l'attitude de Schmeichel sur le but n'est pas bonne du tout. À titre personnel, bon, j'ai été gardien à un niveau district inférieur, hein, mais en tout cas, on m'a appris une chose, et je pense que pour tous les gardiens, c'est pareil, c'est si tu as décidé de sortir, tu sors. Vas-y jusqu'au bout, tu t'arrêtes pas au Tu y milieu, vas comme il jusqu'au a fait bout. plusieurs fois Et cette ça saison d'ailleurs. fait et effectivement, ça fait plusieurs fois où il fait ses pas de devant et il s'arrête. C'est la pire des situations parce que s'il était resté sur sa ligne de but, il aurait pu peut-être sortir un réflexe, quoique la tête était quand même très belle. Mais s'il était sorti, il aurait peut-être pu couper la trajectoire, il aurait pris le joueur avec, il aurait pris le ballon avec, il y aurait eu faute, faute contre le Monégasque et on n'aurait pas pris ce but. Donc, lorsqu'on fait le global, on va dire, des performances, il nous fait quand même un beau match contre Strasbourg où je pense, voilà, il nous fait gagner un point là-dessus. Mais sinon, derrière, c'est voilà, le compteur, il est négatif, il n'est pas déterminant pour nous à l'heure actuelle. Il a une posture et une gestuelle très, très assurée, très sereine, pardon. Mais la réalité, c'est que, bah, franchement, ouais, il a un bon jeu au pied, oui, c'est vrai.
mais il est pas déterminant dans les moments importants. Et franchement, c'est un peu embêtant. Et le petit point négatif, petit point positif, si tu me le permets, Mmh. Sky, j'ai beaucoup aimé Gaëtan Laborde. Voilà, j'ai Très beaucoup aimé remuant dans sa première, son envie, sa effectivement. détermination, très remuant. Je pense pas qu'il a joué à son meilleur poste. Il est habile avec le ballon, il a les deux pieds, il est altruiste. Je pense à l'action où il porte le ballon et il décale Youssef Attal en première mi-temps. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré. Et lorsque j'évoquais un 4-3-3 avec deux ailiers, le numéro 9, c'était pas Andy Delors, mais c'était bien lui dans ma tête. Jérémy, un point positif ou négatif à souligner avant de parler de Cologne? Ouais, juste pour revenir sur le Kasper Schmeichel, je suis d'accord avec Pancho. En fait, si on regarde le but, le problème, c'est qu'en fait, Mattia Vitti, si on regarde les comportements des joueurs, il arrive à suivre Barel Mbolo et en fait, il voit que Kasper Schmeichel commence à sortir. Donc en fait, il met un petit temps d'arrêt. Donc ce qui en fait lui permet, ce qui malheureusement après, c'est pour ça qu'il a le temps de retard sur Barel Mbolo. Et justement, c'est dommage encore une fois que Kasper Schmeichel, on en parle comme ça parce que c'est justement un peu un autre capitaine, quoi, un joueur qui devrait nous aider dans ces matchs-là et justement, à défaut de pas gagner les matchs, qui devrait nous permettre de ne pas les perdre. Malheureusement, ça fait quand même pas mal de fois qu'on en parle. Sinon, après, pour point positif, Pancho, on a parlé un petit peu tout à l'heure. Pour moi, c'est l'entrée de Sofiane Diop. Sur les quelques minutes où il est rentré, il a fait beaucoup de bien, je trouve. Enfin, c'est un joueur, on le sait, hein, qui est très très bon techniquement. Il a beaucoup apporté dans les petits espaces. On a enfin eu un joueur qui devant arriver à tenir un ballon et à pas le perdre, donc ça faisait du bien. Donc moi j'ai hâte de le revoir plus longtemps et je pense que ça va être un joueur qui va être déterminant pour la suite de notre saison. Bon, messieurs, on va terminer en quelques minutes sur la rencontre de jeudi, hein, dimanche en championnat. Ce sera face à Ajaccio, on espère pour un meilleur résultat. Mais la priorité, tout d'abord, c'est Cologne ce jeudi. Le gros morceau d'entrée à la maison, le gros morceau de ce groupe, hein, du coup, le dernier septième du championnat allemand, si je ne dis pas de bêtises. Ils vont arriver à 10 000, hein, les supporters de Cologne. Donc, on va déjà avoir du mal à exister en tribune. Il faudrait que le peuple niçois réponde fort et présent. Alors 18h45 un jeudi, ça n'aide forcément pas grand monde à aller au stade. On aura, je pense, pas forcément une bonne surprise sur l'affluence, mais attardons-nous sur le terrain, en tout cas. Est-ce que c'est vraiment le pire moment de prendre Cologne ou de toute façon, vu que c'est un match sur lequel on a assez peu d'espoir de prendre des points, vaut mieux s'en débarrasser maintenant et espérer se relancer en championnat avant d'aller jouer face aux équipes contre qui on va peut-être jouer la deuxième place du groupe, le Partizan et Slovako. Non, je pense que on peut pas dire. Enfin, j'ai pas envie qu'on se dise qu'on balance ce match d'une manière ou d'une autre en se disant que de toute façon notre objectif c'est la deuxième place. On a des ambitions fortes. Début de saison est très compliqué, mais c'est pas une raison pour se dire on focus le championnat au péril d'un match très important contre Cologne à domicile. Euh, la Conference League n'a pas démarré. Cologne, effectivement, comme tu l'as rappelé, le gros morceau, ils vont arriver avec leurs supporters. Euh, voilà, moi j'ai toujours espoir que notre saison démarre véritablement, qu'on voit du jeu, qu'on voit une équipe qui a envie. Maintenant, au vu de la production de jeu contre Monaco, contre Marseille, même contre Lille, malgré la victoire, je suis absolument pas rassuré. Je suis très inquiet. Mais il va falloir jouer le match à fond. Mais j'ai très peur, surtout par rapport à l'intensité physique que vont mettre les Allemands. Cologne, sixième du championnat cette saison, invaincu, 2 victoires, 3 nuls, donc forcément une dynamique très différente de celle de l'OGC. Jérémy, est-ce qu'on peut espérer quelque chose face à Cologne? Est-ce que l'Europe peut être une bouffée d'air frais pour cette équipe? Et est-ce qu'on peut voilà, se dire que face à ses responsabilités, un peu comme au match retour face au Maccabi Tel Aviv, on va au moins mieux jouer? Ou est-ce que entre le niveau, le caractère de l'OGC Nice face à un adversaire beaucoup plus sérieux que le Maccabi Tel Aviv, ça risque d'exploser? Et surtout, ça risque de ressembler à cette rencontre face à Leverkusen il y a 2 ans. Ben, j'espère qu'on va voir autre chose parce que c'est quand même une Coupe d'Europe
Et moi aussi, j'ai quand même envie qu'on la joue. En plus, c'est un match qui peut clairement conditionner la suite de la phase de groupe. Donc moi, j'espère qu'on va voir autre chose. Mais je suis aussi totalement inquiet par ce match parce qu'on va jouer contre une équipe qui a gagné 4-2 ce week-end à l'extérieur contre Wolfsburg. Qui a quand même fini l'année dernière 7ème de son championnat, il me semble, et qui, comme tu l'as dit, fait un très bon début de saison dans un championnat très relevé. Donc pour moi, ils sont clairement favoris de ce match, au vu de ce que l'on montre. Donc oui, moi, je suis quand même inquiet par notre niveau et inquiet par l'intensité qu'on met dans les matchs. Et dans un match de Coupe d'Europe, quand tu rencontres une équipe allemande, j'ai peur que ça fasse quand même très très mal. Donc j'espère qu'on va montrer autre chose et qu'on va enfin voir quelque chose en fait, et qu'on va pouvoir gagner ce match ou au moins ne pas le perdre quoi. Donc on verra, mais bon, croisons les doigts. Bon, l'optimisme qui n'est pas trop de rigueur, hein, effectivement, parmi notre équipe, mais en même temps, comment, comment l'être en ce moment, hein, entre très clairement, ni les joueurs, ni l'entraîneur, ni le board ne semblent très inspirés, hein, ces dernières semaines. Donc on va espérer qu'à force de travail et de remise en question, ça le fasse, parce que l'OGC Nice, très clairement, ne peut pas continuer à ce rythme-là, ne peut pas continuer à être 16e du championnat. Donc bon, c'est très tôt pour parler de maintien, en tout cas de lutte pour le maintien. Il y a encore largement le temps de se réveiller. Mais bon, comme vous le disiez, messieurs, à la fois, si nos ambitions, c'est jouer la Coupe d'Europe et éventuellement le podium, et ben, on commence déjà à avoir 10 points de retard sur nos concurrents directs, même si on sait que sur une phase retour, ça peut se récupérer, mais autant ne pas se mettre déjà dans cette difficulté, surtout que voilà, ça s'enchaîne très vite jusqu'à la trêve internationale du 18 septembre, puis après jusqu'à la trêve pour cause de Coupe du Monde le 13 novembre. Il y aura quand même 15 matchs de championnat à jouer, plus les 6 matchs de poule en Conference League. Donc sans dire que la saison peut être terminée le 13 novembre, si tu es encore à flirter avec la zone rouge et que tu es sorti de Conference League, on ne sait pas très bien ce qu'il y aura encore à rattraper. On n'y est pas encore. On espère une victoire en Corse le week-end prochain et surtout un match digne de la Coupe d'Europe et des ambitions du groupe Ineos ce jeudi face à Cologne. Dans la mesure du possible, venez nombreux et nombreuses. On sait que jeudi 18h45, ce n'est malheureusement pas possible pour tout le monde, mais si vous le pouvez, je sais que l'OGC Nice ne nous donne pas beaucoup de raisons de l'encourager, mais la Coupe d'Europe, ce n'est pas tous les ans. Peu de chance à ce rythme-là que ce soit tous les ans, effectivement. Mais écoutez, faisons encore l'union sacrée quelques semaines, le temps que cette équipe et ce projet démarre, on l'espère. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. On se retrouve très vite. Déjà, Pancho, normalement, on te retrouve mercredi, si connexion Internet suit et arrive. Si la fibre fut, on te retrouve pour le Club Pancho ce mercredi. Et puis nous, ce n'est pas encore tout à fait signé, mais on devrait vous retrouver pour des nouveaux rendez-vous européens, en tout cas les soirs de match. Donc restez connectés sur nos réseaux sociaux pour l'annonce. Et puis si jamais c'est bouclé d'ici là, on l'espère, Pancho en parlera dans son émission naturellement. On n'oublie pas Jérémy, hein, qui est avec nous également. Merci de ta venue, de ta participation. Alors peut-être pas merci pour ton optimisme cette fois, mais en même temps, on ne va pas te le reprocher. On se retrouve très vite dans nos émissions. Et puis d'ici là, malgré tout, Issa Nissa. Issa Nissa.